Voilà, merci beaucoup. On va parler cette fois-ci des élections sénatoriales avec Carlos Moupili. Hein? Oui. Voilà, les élections sénatoriales ou des gouverneurs. Ah bon, ce sont des élections indirectes. On parle en général des élections indirectes. Alors, avec M. Carlos Moupili, acteur de la société civile. Bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Je salue tous les téléspectateurs qui m'ont manqué, ça fait longtemps sur Télé 50. Alors, vous êtes là. M. Carlos Moupili, les élections sénatoriales ou les élections des gouverneurs, on a vu dans certaines provinces, on a accusé qu'il y avait des corruptions, qu'il y avait des actes d'irrégularité. Et vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelle lecture avez-vous fait de ces élections indirectes? Je voulais d'abord préciser une chose, c'est que quand je parle des élections, je parle avec la casquette de coordonnateur national et porte-parole de l'EDCL, qui est la plus grande plateforme par excellence de la société civile électorale en République démocratique du Congo, qui regroupe 30 réseaux thématiques et plus de 300 ONG de droits de l'homme qui travaillent dans la thématique électorale. Et moi-même, je suis expert électoral. Alors, c'est que l'EDCL, qui est la commission d'observation et d'éducation civique électorale, créée au même titre que la CIME, qui est la commission d'intégration et de médiation électorale. Là, je salue nos pères, les confessions religieuses. L'EDCL a deux missions traditionnelles, c'est-à-dire l'observation électorale et l'éducation civique et électorale. Et c'est pourquoi que nous envoyons les délégués à la CENI selon la loi organique. Alors, nous avons observé les élections au suffrage universel et direct. Il y a eu les irrégularités que nous avons décriées. Mais pour les élections, c'est-à-dire au second degré, dont les élections sénatoriales et de gouverneurs, nous avons quand même salué l'amélioration sur le plan technique de la CENI. Il y a vraiment une grande amélioration. La CENI a fait son travail d'une manière professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que nous, on déploie les observateurs qui couvrent ce scrutin au second degré et ils doivent quand même observer, c'est-à-dire le fait, les confronter avec la loi électorale. C'est comme ça que se fait une observation électorale. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il y a eu des allégations que nous les avons évaluées, telles qu'on parle de la corruption, d'autres parlent même des députés provinciaux séquestrés. Mais lorsque nous évaluons les faits, nous comprenons qu'il y a certaines allégations qui ne sont pas fondées, mais qui sont bricolées dans des chambres d'hôtel ou dans les députés ou dans des états-majors. Est-ce que c'est une séquestration ou c'est une stratégie électorale? C'est que vous voulez voter pour tel, vous vous dites, bon, tous ceux qui vont voter pour tel, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver quelque part? Puis vous allez, est-ce que là, vous parlez pourquoi vous parlez de la séquestration? Non, vous voyez que ça tombe bien. Je suis en face d'un journaliste, chroniqueur, juriste. Parce que le mot séquestration, ce n'est pas un mot français lorsqu'on est juriste. C'est un mot technique, c'est une infraction pénale. Il y a séquestration lorsqu'on prend des gens contre leur gré, contre leur volonté, voilà, et on les bloque dans une maison. Et là, ils sont des victimes. Quand ils sortiront, ils vont aller sur la justice pénale. Là, on parle de la séquestration. Mais vous verrez que partout là, certaines ONG ont eu à publier qu'il y a eu séquestration. Mais quand on vérifie les faits, il n'y a pas de séquestration, il n'y a pas de victimes, il n'y a aucune plainte. Donc, c'est que nous avons suivi, par exemple, le cas du Congo central, où on vient d'annuler. Mais pour le cas, par exemple... Donc, une décision encore très contestée, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas eu irrégularité au niveau du Congo central, mais on a juste invalidé, compte tenu de certains contextes purement politiques que juridiques. Mais c'est là où nous sommes en train de crier. C'est qu'on gagne les élections dans l'urne, pas en exerçant de manœuvres dilatoires ou de stratégies politiciennes pour gagner les élections devant le juge électoral.
Je prends l'exemple du Haut-Ouélé. Nos observateurs ont couvert ce scrutin, des sénateurs comme des gouverneurs. Pendant la campagne électorale, les choses se sont bien déroulées dans le respect des règles d'art, donc de la loi électorale. Les jours de scrutin, c'était prévu à 10h, mais le scrutin a commencé à 10h12. C'est que les 12 minutes, la CENI faisait ce qu'on appelle l'organisation matérielle, c'est-à-dire placer les urnes et tout consort. On organise les élections. Le candidat gouverneur Bakomito est proclamé et après la proclamation, dehors, c'est la liesse populaire. Les gens commencent à chanter, à marcher. Et nous avons quand même salué le fair play des candidats malheureux gouverneurs qui l'ont félicité. Qui ont félicité Bakomito. Qui ont félicité les gouverneurs élus Bakomito. Mais c'est après 4 jours, 5 jours, que certains candidats ont commencé à dire, à contester maintenant les élections de Bakomito. Et jusqu'à même à saisir le juge électoral qui est la cour administrative d'appel. Heureusement que la cour administrative d'appel, c'est la cour d'appel qui siège à Isiro, là où le scrutin a été organisé. Et il y a eu même les agents de l'ANR, tout consort, et tous ont constaté que non, c'était des contestations pour des contestations. Et voilà que pourquoi le juge électoral a confirmé l'élection du gouverneur Bakomito. Parce que regarde, on ne peut pas parler de la corruption pour un candidat gouverneur qui, déjà dans son parti politique, il a 6 députés provinciaux, plus 3, 5, c'est-à-dire 8 députés provinciaux alliés. Oui, donc. Déjà, c'est 14, mathématiquement 14 sur 20 électeurs. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Et face à qui, celui qui les conteste maintenant devant le juge électoral, c'est un chef coutumier qui n'est pas politicien, qui a été coopté, c'est-à-dire député provincial coopté, qui n'a pas de députés provinciaux et qui se présente comme indépendant. Alors, c'est à un candidat gouverneur indépendant qu'on peut lui imputer la corruption ou la tricherie, parce qu'on se posera la question, il a eu des voix comment? Parce qu'il n'a pas de député. Et nous, d'ailleurs, déjà, au niveau de l'UDCL, on demandait à ce candidat député de préparer le scrutin de 2028. Parce que lorsque vous allez aux élections, surtout du second degré, et que vous n'avez pas de députés provinciaux, je ne sais pas, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas par tricherie ou bien par corruption. Donc, vous voyez déjà que... Si au niveau de la Cour d'appel, ça a été le cas, mais au niveau du Conseil d'État, il n'a pas saisi le Conseil d'État? Bon, maintenant, le Conseil d'État est saisi au second degré. Maintenant, là aussi, il y a un problème. Parce que dans la requête, on réclame quoi? On réclame l'annulation. Mais on ne peut pas réclamer l'annulation lorsqu'on maîtrise la loi électorale. Il faut que beaucoup de juristes lisent la loi électorale. L'article 75 de la loi électorale est clair. À son alinéa D, il y a annulation d'une partie ou de la totalité de scrutin. C'est lorsqu'on a constaté des irrégularités qui influenceraient le résultat du scrutin. Mais ici, on est dans un scrutin au second degré, où il y a 20 électeurs qui sont les députés provinciaux. Et celui qui est élu, il a 14 députés acquis dans les regroupements politiques. Et il est élu. On comptabilise les voix, il est élu. On proclame les résultats, celui qui a perdu, par fair play, il les félicite. Dehors, il y a la liesse. C'est-à-dire quoi? La liesse populaire exprime que les députés provinciaux ont exprimé la volonté du peuple. Parce qu'il faut savoir que cette province de Haut-Ouélé, oui, c'est une province qui souffre dans le cadre des infrastructures. Le gouverneur sortant, il a fait sa part. Et maintenant, on attend aussi celui qui est arrivé, c'est-à-dire le gouverneur élu Bakomito, qui, à partir de son programme, de son projet de société,
il a vraiment séduit la population de Hutu-Wele. Comment il a séduit? Parce que jusque-là, il n'a pas encore travaillé. Non, non, il a séduit à travers son projet de société. Parce que nous, on a suivi... Il a séduit juste les électeurs, juste les députés provinciaux. Non, les députés, parce qu'il y a des radios communautaires. Et d'abord, on interroge la personne, et puis on interroge son projet de société. C'est-à-dire son projet de société a été jugé réaliste, et ce projet répond aux aspirations, aux désirata de la population. Donc, c'est ce qui fait que la population les considère comme quelqu'un qui est un acteur du développement et qui va vraiment répondre à leurs désirata. C'est ça ce qui a exprimé la liesse populaire. Donc, je crois que les politiciens congolais ne doivent pas s'attaquer à la démocratie électorale. Parce que la démocratie électorale... Mais c'est de leur droit s'ils trouvent que, malgré le 20 députés acquis pour le compte de Jean Bakomito, oui. Malgré les 14 sur le 20, et qu'il y a des irrégularités, ils peuvent toutefois les dénoncer. Mais quelles sont ces irrégularités? Oui, mais c'est que c'est... Les irrégularités conviennent... Aux détracteurs de pouvoir certainement... Et comment ils ont su qu'il y a des irrégularités après 4 jours de la proclamation? Oui, c'est par prophétie? Oui, mais... C'est par rêve? Mais il y a un délai, c'est qu'ils étaient dans les délais. Oui, ils étaient dans le délai. Peut-être les 4 jours les ont servi à pouvoir réunir tous les éléments et afin de constituer un bon dossier, afin d'aller déposer là au niveau de la cour d'appel d'Issiro. Non, c'est-à-dire, c'est quoi? Les gens doivent... Est-ce que parmi ces irrégularités, les gens qui votaient, il n'y avait pas des gens qui étaient en train d'assister d'autres députés afin d'influer ou d'influencer les votes? Non, au contraire, là, tous les députés, il n'y a pas des aveugles, il n'y a pas de sourds, il n'y a pas de vieillards. Oui, mais vous pouvez... Tous les électeurs ont voté librement, individuellement et démocratiquement. Vous êtes en bon état. Oui. Vous êtes en bon état, vous êtes en bonne santé, malgré que vous êtes en bonne santé, et que vous n'arrivez pas à bien manipuler des machines, on pourra certainement vous assister. Oui, mais ce cas n'a pas été relevé. C'est quand on relève les cas de séquestration. Nous sommes d'accord avec vous que c'est du droit pénal. C'est du droit pénal. Il n'y a pas eu de député séquestré parce qu'il n'y a pas une plainte d'une victime de séquestration. Alors, puisqu'on parle de séquestration, que là-bas, vous ne voyez pas que le risque au niveau de la cour d'appel, la cour d'appel a validé les élections, mais au niveau du Conseil d'État, ça risque d'être comme les scénarios du Congo central, où on a annulé ces élections, on a demandé à ce qu'il y ait la réorganisation des scrutins. Non, je viens d'évoquer l'article 75 de la loi électorale. Quand est-ce que le juge électoral peut annuler le résultat d'un scrutin? C'est lorsqu'il y a les irrégularités qui influenceraient ou qui impacteraient au résultat des votes. C'est-à-dire, par exemple, comme vous le disiez, s'il y a des députés provinciaux qui ont voté 2 fois, là, ça impacte au résultat du scrutin. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, je crois que au niveau du juge électoral, il dira seulement les droits. Parce que dans ces pays, on doit avoir quand même la conscience. Nous, les juristes, on a déjà fait du mal dans notre pays. Il y a parfois, les gens nous disent qu'il faut fermer la faculté du droit. Est-ce que ce sont les juristes ou bien c'est la culture congolaise? Non, c'est nous. Le non-respect de ces textes-là. Non, je dis, je parle d'abord de nous, les juristes. C'est que c'est bien connu que le juge, au-dessus de lui, c'est la loi et sa conscience. Et cette conscience doit naviguer selon le respect de la loi. Alors, la loi électorale est claire. Le premier juge a validé ces élections parce que c'est un juge de proximité. Il connaît tout ce qui s'est passé à Iziro. Il a eu des informations informelles comme aussi formelles. Maintenant, ils sont venus en appel. Mais je vous dis ceci. Même s'il faut fabriquer les droits, ça sera difficile. Parce que cette requête peut être déclarée recevable
mais elle ne sera jamais déclarée fondée. Elle sera boutée, elle sera déclarée non fondée. Parce que pour qu'une requête soit déclarée fondée, il faut qu'il y ait de preuves qui justifient des irrégularités qui impacteraient au résultat des votes. Or, à Isiro, ce n'est pas ça le cas. Les observateurs étaient là. Le Duciel, qui est la plus grande plateforme électorale de la société civile, a fait d'abord un rapport sur le monitoring. Et là, nous avions salué pas seulement l'organisation régulière et légale des élections, mais aussi le fair play des candidats gouverneurs et sénateurs qui ont salué ça. Qui serait derrière les détracteurs de Jean Bakomito? Parce que vous voyez, au niveau du Congo central, c'est la guerre des clans, la guerre des camps et des camps. Vous avez les camps Boudimbu et les camps Kamere. Ils sont en train de vouloir dompter la province. Alors, au niveau des Isiro, qui peut être derrière les détracteurs de Jean Bakomito? Bon, ça, je crois que c'est au-delà du travail d'un observateur électoral. Oui, mais seulement, c'est que nous, on connaît que pour le candidat Bakomito, à part son regroupement, il a des alliés qui sont d'ailleurs 3 députés provinciaux de l'honorable André Lité et 5 députés provinciaux de l'UDPS et alliés. UDPS et alliés. Et l'UDPS et alliés. Donc voilà que c'est ce qui fait qu'il a eu 14 députés provinciaux à sa cause et ce qui lui valait mathématiquement son élection. Alors en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous aviez fait maintenant comme étude, comme lecture des élections sénatoriales et des élections de gouverneur de province? J'ai suivi un acteur politique qui dit qu'il a désisté parce qu'on lui demanderait autant d'argent. Et vous, en tant qu'observateur, vous n'avez pas relevé ça? Non, vous savez que quand vous voyez, le Duciel avait fait des propositions lors de la réforme de la loi électorale. Nous étions même accompagnés par les confessions religieuses. Moi, d'ailleurs, c'était venu de moi, étant qu'un expert électoral, expert en droit électoral, j'avais proposé dans cette réforme qu'on introduise l'infraction de la corruption électorale. Corruption électorale? Oui, oui. C'est une infraction qui n'existait pas. C'est que, en droit pénal électoral, tout ce qui est acte d'achat des consciences des électeurs, moyennant l'argent, des promesses ou des cadeaux, devrait être sanctionné pénalement. Et là, on se retrouverait, je faisais allusion au droit comparé, là nous sommes dans la loi électorale Sid Corel, où tout acte qui concourt par exemple à donner de l'argent, à donner des véhicules ou bien des pièces, des habits aux électeurs pour être élus, c'est sanctionné pour infraction de corruption électorale. Maintenant, dans notre pays, j'ai suivi même le débat ici à Kinshasa, tout consort. Et même avant, lorsque la ministre d'État et ministre de la Justice évoquaient ces problèmes. Mais je savais qu'il y aura un problème sur le plan du droit pénal selon le principe de la légalité criminelle. Nous, le criminel, nous, la poète nationale. C'est que les élections au second degré ne sont pas vraiment différentes des élections au premier degré. C'est que dans le droit électoral, il y a un candidat de l'autre côté et un électeur de l'autre côté. Et la loi électorale vient pour organiser ce rapport-là. Et lorsqu'on est dans le droit pénal électoral, c'est qu'il y a les interdits, les incriminations pour le candidat et pour l'électeur. Le candidat ne doit pas faire ceci, l'électeur ne doit pas faire ceci. Et maintenant, lorsqu'on est aux élections du suffrage universel direct, le candidat, on ne l'interdit pas de donner des ambulances, de donner des motos au chef coutumier, de donner de l'argent. Alors que lui aussi, il fait l'achat des consciences des électeurs. Là, nous sommes au premier degré, au suffrage universel direct. Lorsqu'on monte au second degré, il n'y a rien qui change. Il y a aussi les électeurs et il y a aussi les candidats.
Mais seulement les électeurs ici, ce sont des grands électeurs qui sont les députés provinciaux. D'où, à notre niveau, on avait proposé 4 choses dans la réforme. Oui, c'était la loi, l'incrimination, c'est-à-dire de la corruption électorale. La question des suppléances, nous, on avait demandé qu'on puisse rentrer à l'ancien régime électoral sous Mobutu. C'est que le premier suppléant devait être le premier candidat malheureux, c'est-à-dire dans la circonscription, par exemple, de Lusambo. Si vous proclamez tel élu avec 4000 voix, comme c'était avec Magui Kiala, c'est lui qui suit avec 2000 voix. Si l'élu devient ministre, le premier suppléant, c'est le candidat député malheureux qui le suit. Ça pouvait résoudre ce problème-là des enfants, tout ça, des membres de la famille. Et la troisième réforme, c'était chez nous, c'était qu'on puisse créer les inspecteurs électoraux. C'est-à-dire la CENI devrait avoir ces inspecteurs qui devraient être là pour la recherche des infractions électorales. Et s'il fallait maintenant changer la constitution pour nous, pour enlever la pression sur la CENI, c'était la démission de toute autorité politique 3 mois avant le dépôt de sa candidature, comme au Madagascar. Voilà, merci beaucoup Carlos Moupili de votre intervention. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Il sera 20h à Losambo, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.